Bon, aujourd'hui, notre cours, c'est François de Montportier. Alors, vous savez que le vrai nom de François Villon n'est pas François Villon, c'est François de Montportier ou François des Loges. Ça, c'est son vrai nom. Et cela veut dire beaucoup de choses. Le fait que son vrai nom ne soit pas François Villon, mais que toute sa poésie soit écrite sur le nom de François Villon, c'est déjà une information extrêmement importante. Parce que finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que ce monsieur François de Montportier a créé un personnage qui s'appelle François Villon. Alors, cela veut dire que quand on lit la poésie de François Villon, nous lisons une poésie qui est l'élaboration d'une certaine, disons, biographie mais une biographie qui est, disons, filtrée par ce jeu, cet espace, cette position énonciative qui est la position énonciative de la, disons, fiction, de l'invention. Alors, c'est une représentation d'un jeu biographique qui va se jouer dans cette poésie de François Villon. Alors, cette donnée, elle est vraiment très importante pour comprendre cette poésie. D'abord parce que c'est une poésie qui s'écrit s'organise, s'écrit sur, disons, le grand thème du testament ou des legs, legatus. François Villon, son œuvre est composée essentiellement de deux grands livres. Le premier s'appelle le Testament, et le deuxième s'appelle les legs, qui sont en effet des variations d'une même idée. L'idée de quoi? D'un héritage, de quelque chose qu'on va, disons, donner, qu'on va laisser, un légade, et un testament. Et le testament aussi doit être compris dans son ambiguïté, ou dans sa polysémie, qui c'est dans le sens de testamenter et dans le sens aussi de témoigner. Parce que quand on dit « je vais laisser ici mon testament », ça peut être compris comme, disons, mes biens, mais ça peut être aussi compris comme mon témoignage. D'accord? Alors, finalement, quand on lit le testament, on peut comprendre ce testament comme une espèce de témoignage. De témoignage de quoi? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est là que cette question de la biographie commence à, disons, créer une espèce de zone un peu imprécise
d'une zone, disons, un peu floue, où on ne sait pas où est très clairement la frontière entre le personnage François Villon et le monsieur François de Montcorbier. Vous voyez? Parce que finalement, François Villon, il occupe une place très particulière dans l'histoire de la poésie française. Parce que lui, c'est un poète vraiment qui est considéré par plusieurs comme une espèce de proto-poète moderne, comme une espèce de premier poète lyrique dans le sens moderne du terme. Pourquoi? Justement parce que c'est un poète où ce jeu construit, élaboré dans le poème, reprend certains éléments de la vie du personnage, de la vie de la personne, François de Montcorbier. François de Montcorbier a été un monsieur qui a eu une vie très agitée. Je ne sais pas si vous avez lu dans le texte, si vous avez, déjà eu des informations, vous aviez eu des informations avant le cours par rapport à ce personnage François Villon, mais François Villon, des fois, il est, disons, cité aussi ou considéré comme une espèce de précurseur des poètes maudits, parce que c'est un poète qui a mené une vie extrêmement marginale. Alors c'est quelqu'un qui vient d'une couche sociale assez basse, qui par une certaine circonstance de sa vie a été abandonné par sa mère et a été élevé par un prêtre, alors dans un séminaire, et a eu l'opportunité alors de faire ses études, son latin, ses études de base, pour devenir curé, mais un curé disons pas du haut clergé, mais un curé du bas clergé. D'accord? Parce que c'était, disons, sa condition sociale ne lui permettait pas d'occuper une place supérieure dans l'hiérarchie de l'Église. Or, à cette époque-là, c'était très très courant que ces prêtres du bas clergé mènent une vie pas nécessairement très réglée, une vie très religieuse. D'accord? Et d'ailleurs, il y a dans la poétique médiévale un précédent important de cela, c'est la poésie justement des Gauliards. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Gauliards, en portugais os Gauliards. Les Gauliards qui ont écrit autour du XIIe, XIIIe siècle. Les Gauliards, c'était qui? C'était justement ces prêtres du bas clergé qui quittaient l'Église, faisaient, disons, les premières années de formation dans un séminaire, mais qui ne menaient pas nécessairement une vie religieuse. Alors, c'était des demi-prêtres et qui menaient une vie errante et qui ont écrit une poésie très sarcastique, une poésie très parodique, une poésie très scatologique. D'accord? Alors, disons que la parodie, c'est un élément constitutif de la littérature occidentale dès son début. En effet, si l'on pense au système poétique occidental, pensons à la poétique d'Aristote. Bon, dans la poétique d'Aristote, nous avons le genre épique, mais le genre dramatique
qui c'est, disons, le centre de son analyse, s'organise autour de la tragédie et de la comédie. D'accord? Alors, il a eu toujours cette espèce, disons, de contrepoids comique au tragique. Depuis toujours. Et dans la poésie lyrique, il y a eu aussi, dès le début, disons, un courant aussi comique, caricatural, sarcastique. D'accord? Et c'est dans ce courant-là qui va se retrouver l'œuvre de Villon. Et cette dimension de la parodie, c'est quelque chose qui se construit dès le choix du nom de ce personnage. Si vous avez lu le texte que je vous ai laissé, qui s'appelle d'ailleurs « L'amour courtois et la parodie » chez François Villon, il a un moment du texte où on explique ce qu'il y a derrière ce nom, François Villon. Parce qu'en effet, tout le système de la parodie qui va se retrouver dans l'œuvre de Villon, qui est, disons, centrale pour comprendre la façon dont il élabore toute sa poétique, se construit en relation et par rapport à ce système poétique rhétorique qui était établi à l'époque, qui était le système de l'amour courtois. Alors, vous voyez, amour courtois, va nous intéresser ici d'abord, c'est le courtois. Le courtois, ça vient de cour, la courge, la cour. D'accord? Alors la cour, qu'est-ce qui s'oppose comme organisation sociale, comme structure de société à la cour? La ville, ou si l'on veut, aussi le bourg. Alors, finalement, le XVe siècle, qui est le siècle de François Villon, est le siècle justement de transition d'une société, disons, courtoise vers une société bourgeoise. Alors, nous tous, nous sommes des bourgeois dans le sens où nous habitons le bourg. Nous vivons une vie de bourg. La société, la planète, aujourd'hui, est une planète qui s'organise autour des villes. C'est 85% de la population de la planète vit dans des villes. Alors, nous sommes une société qui s'organise autour de la ville. Et le nom, justement, de François Villon, ça vient de ville. Ville. D'ailleurs, le mot vilain, le vilain, c'est qui le vilain? C'est l'habitant de la ville. Mais pour ceux qui sont à la cour, le vilain, c'est quelque chose d'extrêmement péjoratif. D'accord? Alors, justement, dans le nom Villon, nous avons le jeu avec cette ambiguïté du mot vilain. Parce que François Villon, c'est un Parisien. D'accord? Au XVe siècle, comme vous avez vu dans le texte, Paris est, disons, dans la structure politique de la France, extrêmement marginal. Alors, c'est un moment où les cours sont en province. Alors, la ville de Paris vit un moment où la Sorbonne même vit un moment, disons, de perte de force.
Pourquoi? Parce que justement, la Sorbonne avait appuyé le roi d'Angleterre. Alors les rois de France ont enlevé le pouvoir de la Sorbonne. Alors, c'était un moment vraiment de baisse dans le prestige de la Sorbonne en France. Alors, les étudiants de la Sorbonne à cette époque, c'était un moment très révolu de Paris. Alors, ces étudiants-là, parmi lesquels se retrouvait Villon, menaient une vie vilaine dans un certain sens. Et dans le cas spécifique de Villon, il s'est très très tôt allié vraiment à une troupe, à une bande, les coquillards. Il était très proche des coquillards, qui était vraiment une grande bande de bandits. Et dans une de ces soirées-là, il était complètement ivre, il est entré dans une bagarre, et il a fini par tuer un autre type, François Villon. Alors, il est devenu très jeune, à 20 quelques années, il est devenu assassin. Alors, il a, disons, le choix même de son nom, de vilain, de vil, aussi dans le sens de vil. C'est quelque chose, disons, qui se rapproche de la vie de François de Maucorné. Et ensuite, alors, il a été mis en prison, il a souffert de procès, il est sorti de prison. Avec cette bande-là, il a participé à un grand vol dans une église. Ensuite, il a été condamné par un deuxième assassinat. Alors, c'était vraiment un bandit, quoi, un marginal, François Villon. Et quand il a été condamné la deuxième fois, il a vraiment été condamné à mort. Il a été condamné à mort et il a été condamné à être pendu une forcade. Et à ce moment-là, il a fait toute une série d'appels. Il a utilisé son pouvoir rhétorique pour décrire sa situation misérable et demander merci, miséricorde. Demander merci, et alors à ce moment-là, sa peine de mort a été changée en banniment. Alors il a été banni de la ville de Paris, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec François Villon? Porté disparu. Vous connaissez cette expression, porté disparu? Desaparecer au passé. Porté disparu. Alors, porté disparu. On ne sait n'a plus, c'est pour ça que j'ai mis ici une interrogation. On n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait plus rien de lui. Tout simplement, François Villon disparaît de la planète. On ne sait pas quelle année il est mort, comment il est mort, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et cela, disons, a donné naissance à toute une série de légendes autour de ce personnage. Mais il a laissé ce testament, ces legs, cette œuvre-là. La forme littéraire du testament, la forme littéraire des legs, était une forme disons, courante au Moyen-Âge aussi. Alors, c'est quelque chose qui venait de quoi? De la vie des rois, de la vie des saints, de sanctus. Parce que, justement, qu'est-ce que les rois et les saints vont laisser? C'est un témoignage d'une existence sanctifiée ou une existence modélisée, idéalisée. D'accord? Alors, ces récits de la vie des rois, ce récit de la vie des saints, ont servi, disons, de modèle
pour la création de ce genre, un género, ce genre littéraire, testament. Et finalement, qu'est-ce que François Villon fait? Il prend ce genre testament et va le parodier. Et dans ce genre testament, alors, il va utiliser ce genre testament-là pour créer ce personnage, François Villon. Parce que vous voyez son nom, François. François, ça veut dire quoi? Français. Alors, le vilain français, le français de la ville. Vous voyez? Et le français vilain aussi. Vous voyez? Le vilain français dans tous les sens. D'ailleurs, ça, c'est une marque très, très importante dans la poésie de François Villon. La polysémie, l'ambiguïté. Alors, pour lire une poésie sarcastique, pour lire une poésie humoristique, il faut toujours penser au double sens. D'accord? C'est une caractéristique de ce type. L'humour, il se base assez souvent dans un jeu de double sens. Alors, déjà, dans son choix de ce pseudonyme, il y a tout un jeu, là, de double sens. D'accord? Alors, vraiment, il s'invente un personnage. Mais, justement, comme il s'agit de jouer sur le double sens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans le testament des éléments biographiques réels, mélangés avec des éléments biographiques inventés. Alors, la vie et la fiction vont s'entrecroiser au long de l'œuvre. Vous voyez? Alors, quel est le risque? Le risque, c'est de prendre le testament au pied de la lettre, comme certains interprètes ont essayé de le faire. Mais aussi, oublier qu'il y a une dimension biographique, c'est aussi oublier la vie de ce monsieur François de Moncorbier. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a des éléments biographiques réels? Or, un ensemble important de recherches ont été faites dans les archives de la justice. Alors, c'est par les archives de la justice qu'on a retrouvé toutes ces traces des condamnations, des prisons, des bannissements, etc. Vous voyez? Alors, c'est comme ça qu'on a découvert la trajectoire, disons, judiciaire de ce personnage, François de Moncorbier. D'accord? Alors, vraiment, on sait qu'il y a, et certains éléments biographiques se retrouvent dans le testament. D'accord? Mais très tôt, cette poésie est devenue extrêmement populaire. La preuve, c'est que encore au XVe siècle, en 1489, nous avons déjà une première édition de la poésie de François Villon. Alors, différemment de Charles d'Orléans, dont les manuscrits ont été réédités seulement au XIXe siècle, voire XXe siècle, la poésie de Villon commence à devenir à être déjà rééditée au XVe siècle. Déjà. Vous voyez? Et cela, déjà autour de cette légende. Au XVIe siècle, nous avons déjà une deuxième édition critique de l'œuvre de Villon. Le poète que nous allons lire, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, Clément Marot, est le responsable d'une édition critique, avec préface et tout, corrigée, commentée, de l'œuvre de Villon au XVIe siècle. Rabelais cite et utilise Villon dans son œuvre. Alors on voit finalement comment très très tôt Villon entre dans le canon littéraire français et devient une référence importante pour cette littérature de la Renaissance.
Alors pourquoi est-ce que François Villon va occuper cette place? Et la réponse, justement, est dans ce mot-clé ici, qui est l'idée centrale de la parodie d'un côté, et de l'autre côté, c'est justement, on pourrait dire, ici, une espèce de ambiguïté de cette position énonciative. De ce jeu, qui est en même temps Villon et François de Montcorbier, qui est en même temps testament et témoignage, qui est en même temps réalité, excusez-moi, et fiction. D'accord? Alors c'est, disons, justement, cette... et cela est extrêmement nouveau pour la poésie. Parce que justement, qu'est-ce que nous avons remarqué jusqu'à présent dans cette logique de l'amour courtois? C'est l'effacement de la personne dans la poésie. Alors ici, à partir du moment qu'on construit cette ambiguïté-là, nous avons déjà une problématisation de la personne par une présence-non-présence. Vous voyez? Absence qui est une question centrale pour la poésie moderne. La problématisation de cette position énonciative de ce jeu. Ce sera une question centrale pour la poésie moderne, pour la poésie romantique. La problématisation de ce jeu. Vous voyez? D'un côté. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons remarqué dans cette logique de l'amour courtois? Qu'est-ce qui se passe avec cette idée de l'amour aussi? Quel est l'autre effacement que nous avons identifié de façon très forte? C'était l'effacement du corps. Alors, chez Villon, qu'est-ce qu'on va retrouver par la parodie? Une hyper-présence du corps. Mais un corps, disons, déformé, un corps scatologique. C'est ce qu'on va voir un peu dans la ballade de la grosse Margot. D'accord? Alors, en effet, ce qu'on va remarquer, c'est que par la parodie, ce qu'on va voir, c'est un peu, disons, l'envers de la monnaie, de la rhétorique, de l'amour courtois. D'accord? C'est une espèce de négation de l'amour courtois par la construction de ce qu'on pourrait appeler un amour vilain. D'accord? Par la parodie, la construction ou l'invention d'un amour vilain, mais de l'intérieur de la rhétorique médiévale. Parce que la forme littéraire utilisée par Villon est une forme littéraire médiévale. À l'intérieur du Testament et des règles, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des lutins qui sont la forme du dit, la forme du dit. Ce sont des petites strophes, en général de l'hiver, en octosyllabes. D'accord? Alors, c'est une structure très populaire, très, disons, courante au Moyen-Âge. Et au milieu du Testament, nous allons trouver une vingtaine de ballades. Comme nous avons vu, les ballades sont aussi une forme traditionnelle du Moyen-Âge.
c'est une des formes fixes consacrées par le Moyen-Âge. Et Villon va composer beaucoup de ballades. Alors quand, disons, la partie de son œuvre qui ne fait pas partie du Testament et des Legs sont des ballades. Il a écrit des ballades en jargon, des ballades en vieux français, des ballades qui sont restées aussi comme une marque de la poésie de Villon. D'ailleurs, quand on lit dans les anthologies de poésie, ce qu'on va retrouver de Villon, ce sont les ballades. Ce qui est resté, ce qui a survécu, ce sont surtout les ballades. D'accord? Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, ce que nous allons lire, c'est une ballade. Si on a le temps, peut-être deux. On verra. Bon, alors, je vais vous distribuer ici notre ballade de la Grosse Margot. Qui est une ballade qui se retrouve dans le Testament. Je vais faire un pequeno comentário. A tradução que tem aí da balada, eu tirei dessa edição aqui da poesia do François Villon, que foi publicada pela Indústria. E é um trabalho primoroso do Sebastião Shoa Leite. Aliás, não sei se vocês conhecem o Sebastião Shoa Leite, é um poeta brasileiro do século XX, morreu relativamente jovem. Aliás, hoje, nesse exato momento, está acabando de ter um lançamento de um livro crítico sobre o Sebastião Shoa Leite, escrito pelo Luiz Pascalini. Você lançava na Casa das Rosas. Eu vi o Sebastião Shoa Leite ficou 30 anos trabalhando em cima da obra de Villon. Ele fez uma primeira edição nos anos 80 e depois ele lançou essa segunda edição, acho que não sei exatamente foi nos anos 2000, que é a obra completa do Villon, tirando as baladas em jargão, é a obra completa do Villon. Tem um texto introdutório muito interessante. Tá? A gente tem o privilégio no Brasil de ter uma boa edição bilíngue da poesia completa do Villon. Se vocês gostarem, se interessarem, é fácil de achar e ler. Bom. Bien sûr que ce qu'on va lire ici, la ballade de la Grosse Margot, c'est, disons, une des dimensions du Testament. Et je l'ai choisie justement parce qu'elle illustre d'une manière assez évidente ce rapport de comment est-ce qu'à partir de l'amour courtois, il construit cette idée de l'amour humain et certaines questions de la poétique de François Villon apparaissent d'une manière aussi intéressante. Donc vous voyez, je viens de vous dire qu'il y a un ensemble de ballades de Villon qui ont été écrites en jargon. Alors, même dans le Testament, il y a un ensemble important de références historiques, circonstancielles, que pour quelqu'un, encore au XVe siècle, se sont perdues. Alors même Clément Marot commente dans son texte sur Villon que c'était difficile de comprendre les jargons, les expressions de la poésie de Villon, parce que justement, il a utilisé beaucoup des marques de l'oralité dans sa poésie. Le parler va apparaître de façon très forte.
Et on va voir ici dans le texte comment cela apparaît aussi. Alors, lisons le poème. Si j'aime et sers ma belle de bon haï, m'en devez-vous tenir une vie leçon? Elle a en soi des biens afin soit, pour son amour simple passion. Quand viennent gens, je cours et à un pot, au vin, m'envoie, sans de mener grand bruit. Je leur tends au fromage, pain et fruits. S'ils payent bien, je leur dis que bien stable. Retournez-y quand vous serez en bruit, en ce Bordeaux où nous tenons notre état. Mais donc, il y a grand désaillie, quand sans argent s'en vient toucher Margot. Voir de l'appui, mon cœur à mort laï, sa robe prend, demi-sein et surcroît. S'il lui jure qu'il tendra pour les coups. Par les côtés se prend cet antéchrist, crie et jure par la mort Jésus-Christ, que n'en fera, l'or empoigne un éclat, dessus son nez en fait un écrit, en ce Bordeaux où nous tenons notre éclat. Puis paix se fait et me fait un groupe, plus enflé que Vélimus escargot, riant, m'assied son poing sur mon sommet, Gogo me dit et me fière le jambon. Tous deux ivres dormons comme un sabot, et au réveil, quand le ventre du bruit, monte sur moi que ne gâte son fruit. Sous elle, jeun, plus qu'un me fait plat, de paillarder, tout elle me détruit, en ce Bordeaux où nous tenons notre état. Vente, grêle, gèle, j'ai mon pain cuit. Je suis paillard, la paillarde me suit. Lequel vaut mieux, chacun bien s'entresuit. L'un l'autre vaut. C'est Amora, mon chat, ordure et mon ordure nous a su. Nous défuyons l'honneur, il nous défuit. En ce Bordeaux où nous tenons notre état. Bon, on va profiter que la traduction est là. On va lire la traduction. Palavra da Gorda Margot. Se eu me sirvo a dama de bom grado, pensareis que sou vil e cabeçudo. Ela faz tudo que é do meu agrado. Por seu amor eu cinjo a daga e escudo. Se vem cliente, a um trago mais graúdo de vinho me recolho, a um canto perto, de água com fruto e queijo faço oferta. Bem está teu digo, a quem mais vaza, e volte sempre-se embaixo e aperta, aqui neste bordel que é nossa casa. Mas ocorre que as coisas ficam pretas, quando sem prata vem dormir Margot. Mal posso vê-la, de ódio, as suas tretas, tomo cinta e jaqueta e o que mais for, e juro que me serve de penhor. Ela, punho nas ancas, anticristo, grita e jura por nosso Senhor Cristo, que não dará, com o pau lhe quebro as asas, e em seu nariz lhe gravo o meu escrito, neste bordel que é nossa casa. Depois vem paz e solta um peido bruto, venenoso qual sapo dendrobata. Logo me acerta, rindo cocuruto, vem, vem, neném, nas coxas me arrebata. E dormimos qual saco de batatas. Pela manhã, quando lhe rompo o ventre, monta em mim antes que se gaste dentro. Seu fruto, gemo e em cinzas, face a brasa. De tanto futucar, eu me desventro aqui nesse bordel que é a nossa casa. Vente, chova, neve, e o meu pão foi cozido. Igual às marafonas sou servido. Lá mau gato a mau rato, bem medido. Lado a lado, se sabe a maior raiva, onde lama é amor, amor é lama. Quem quer-se a honra, ou ela nos reclama. Nem quer-se a honra, ou ela nos reclama. Aqui neste bordel, qui est nossa casa. Bon, alors seulement pour entrer dans l'esprit, nous allons voir, c'est une traduction qui se soucie
beaucoup de la forme, reprend certaines images, mais adapte d'autres pour des questions de rime, etc. Bon, voyons comment est-ce que Guillaume lui-même travaille les images. Bon, comme je vous ai dit, ce qu'il va faire ici, c'est justement parodier cet amour pour toi. Cela se voit très clairement déjà au début du texte, parce que le texte se situe tout de suite dans cette logique, justement, disons, de ce troubadour qui va chanter sa dame. D'accord? Et il va commencer son discours dans la logique de quoi? Du vassal, du serviteur. Parce que, qu'est-ce qu'on lit dans le premier vers? Si j'aime et sers ma belle de bon haï, alors de bon haï, ça veut dire de bon gré, de bonne volonté. Alors, si j'aime, et sers, je sers. Alors, déjà, on voit très clairement ici l'idée du serviteur. D'accord? Si j'aime et je sers ma belle, alors l'idée ici de la belle, ça remet tout de suite à cette idée de l'amour pour toi, de la belle, de la dame qui est la belle. D'accord? Mais tout de suite, par la question elle-même, on entre ici dans la logique de la parodie, de l'humour. Parce que, au lieu de dire « j'aime et sers la belle, ma belle de bon haït », il dit « si j'aime ma belle, m'en devez-vous tenir ne saut. Vous devez-vous me considérer un vil et un sot, un vil ou vil, et un sot, un idiot. Et alors finalement, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? C'est un questionnement dans le sens plein du terme, parce que si concrètement nous avons une question, une interrogation, la première phrase est une question. Alors si moi, je sers et j'aime ma belle, vous devez me considérer un vil et un sot, je suis un idiot parce que j'aime et je sers ma belle. Alors finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'inverser par le questionnement la logique de l'amour pour toi. Parce que dans l'amour pour toi, il n'y a pas de doute. J'aime et je sers ma belle. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on dit qu'on est tout de suite dans la logique totale de la parodie. Vous voyez? Vous m'accompagnez? Il y a en plus cette idée d'être vil et être sot par le fait de servir. Alors cela montre aussi comment pourrais-je dire, une méfiance par rapport à cette logique de l'amour pour toi. Mais ensuite, il dit, bon, vous pouvez me considérer un vil et un sot. Mais de façon très sarcastique, il dit, mais moi, mais elle a en soi des biens à fin souhait. Mais pourquoi moi je l'aime et je la sers? Parce qu'elle a, cette dame, ma belle, elle a en soi, en elle, d'accord, des biens à fin souhait, à fin du fini. Souhait. Alors, disons des qualités, des fines qualités que tout le monde souhaite, que tout le monde désire. D'accord? Pour son amour, je sins et aussi je mets au fils. D'accord? Bouclier, scudo, et pas saut à dague. D'accord? Alors ici, c'est
disons, cette idée, parce que dans l'idée de l'amour courtois, il y a, disons, aussi tout ce code de comportement du chevaleresque. Alors, disons que le servant, il va défendre aussi l'honneur de sa dame par le respect, etc. Alors, il dit, je ceins un bouclier passion pour défendre celle que j'aime. D'accord? Et ensuite, par la suite, on entre totalement dans la logique de la parodie, dans le déplacement de l'espace courtois à l'espace vilain. D'accord? Parce que, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Quand viennent les gens, je cours et je happe, je prends un pot. Un pot, c'est un récipient dans lequel nous allons mettre du vin. Alors, encore aujourd'hui, on dit en France, allons boire un pot, allons boire un verre. D'accord? Alors, c'est où on garde le vin ou la bière. Et à un pot, au vin, je m'en vais, je commence à boire, sans devenir, sans faire grand bruit, sans faire très discrètement. Alors quand les clients arrivent, quand les gens arrivent, moi, hop, je laisse les clients là avec Margot, je vais dans mon coin, c'est un proxénète, d'accord? Un gigolo, d'accord? Alors tout d'un coup, le noble servant devient un proxénète, d'accord? C'est, disons, une inversion très ironique, très sarcastique du rôle. Alors ce jeu ici, ce poète servant, ce vassal, devient un proxénète dans le poème ici. Et c'est toujours, vous voyez, l'homme qui a la parole ici. Je leur tends, je leur sers, je sers aux clients de l'eau, du fromage, du pain et des fruits. Et s'ils payent bien, je leur dis, bien estat, tout est bien. Alors s'ils payent bien, tout est bien. Vous voyez? Alors ici, dans cette petite phrase-là, il y a deux questions très intéressantes et très importantes pour nous. Une question qui est d'ailleurs, Sébastien Choualet dans son texte, il insiste beaucoup sur ce point-là, qui c'est la question de la monétarisation des relations. Alors, dans la poésie de François Villon, à plusieurs reprises, on va retrouver justement cette présence de la monétarisation des relations. Alors, soit c'est, disons, dans l'idée même du testament, de dire, ah oui, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, je paye bien, je laisse mes biens, je ne laisse pas mes biens. D'accord? Alors, il y a toute et ici, très clairement, on voit que s'il y a de l'argent, tout est bien. S'il n'y a pas d'argent, ça ne va pas. Vous voyez? Alors, la monétarisation des relations. Alors, vous voyez que c'est un changement de code important. Parce que dans, justement, la logique de l'amour courtois, qu'est-ce qui va faire la médiation des relations? C'est quoi? C'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est le respect. Ça sont les valeurs. Ici, la valeur, c'est l'argent. Alors, cela, justement, montre ce changement d'un code courtois vers un code bourgeois. Vous voyez? Alors, justement, le XVe siècle est un siècle très important dans ce changement. D'accord? C'est le siècle de la découverte de l'Amérique, de la première grande expansion maritime.
c'est le siècle aussi où nous commençons à voir tout disons, une croissance du commerce. Les rois eux-mêmes commencent à prendre beaucoup d'argent des banquiers, surtout de Venise. C'est quelque chose qui va apparaître de façon très importante aussi dans le théâtre de Shakespeare. Alors on voit comment c'est un grand moment d'un grand bouleversement, un grand changement dans l'ordre social. Vous voyez? Un grand déplacement. Et justement, Villon se situe dans cette frontière. Il va décrire ce déclin final de cette société courtoise par la parodie et commence déjà à annoncer la présence de ces éléments de cette nouvelle société naissante. Alors là réside une certaine modernité de François Villon aussi. L'autre question importante qui va apparaître dans ce vers-là, c'est cette question que je vous ai déjà dit, que c'est justement la question du parler. Vous voyez, cette citation entre guillemets, alors c'est comme si le personnage prend parole dans le poème. Vous voyez? Alors, c'est ces marques de l'oralité qui vont apparaître vraiment. Alors, il y a des poèmes de Villon, comme par exemple le débat du cœur et du corps de Villon, que le poème est un grand dialogue entre le cœur et le corps. D'accord? Alors, on voit déjà cette forme dialogue, cette prise de parole, ce discours direct apparaître dans le poème. Ces citations de discours direct dans le poème. C'est une forme de présentation plus évidente du parler, la fala, de la parole dans ce sens-là. Cette prise de parole. D'accord? C'est quelque chose, disons, qui représente un changement important. Une certaine dramatisation d'une scène dans le poème. Vous voyez? Alors c'est une chose qui apparaît dans ce vers aussi. Ça va jusque-là? Et il continue. Bienstad, retournez ici quand vous serez en rue, en ce Bordeaux où nous tenons notre état. Alors ici, le mot rue est un mot très ancien. D'un côté, rue, ça veut dire un peu bruit dans le sens de confusion. Mais rue, ça remet aussi à rut. Et rut, ça veut dire cio. Então, quando vocês estiverem no cio, voltem aqui no cio. Se estiver com gana, estiver na necessidade. Alors, ici, vous voyez, comme je vous ai dit, cette dimension de cette présence du corps. Alors, quoi? Eu tinha entendido Ciro, depois eu entendi Alors, ici, dans on voit, comme je vous ai dit, dans l'amour courtois, c'est quoi? C'est l'effacement du corps. Alors ici, quand on dit « quand vous serez en rut », alors c'est l'hyperprésence du corps par l'animalité, d'accord? L'animalisation du désir sexuel. Vous voyez? Alors cela, finalement, c'est l'opposé extrême. Alors comment est-ce que le corps peut apparaître dans une poésie comme ça? Par son animalité.
une animalisation du corps. Vous voyez? Et cela va devenir aussi très évident dans la strophe suivante, quand il aura, dans la dernière strophe, quand il y aura la troisième strophe, quand il y aura la description de l'acte sexuel aussi. Alors, c'est une hyperprésence, mais de façon très scatologique. Vous voyez? Alors ça, c'est quelque chose de très important aussi. Le comment, disons, l'inverse de l'effacement, c'est une présence animalisée. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. En ce bordel où nous tenons notre état. Alors ici, dans ce refrain, nous avons aussi quelque chose de très intéressant. Dans le texte que vous avez lu, il y a toute une explication, vous vous rappelez, de justement ce mot « état ». Parce que justement, ce mot « état » ici, il a comme plusieurs mots dans la poésie de François Villon, il est polysémique. Alors, où nous tenons notre état, ça veut dire d'une certaine manière où nous sommes, bonjour assistant, mais aussi où nous avons notre forme de vivre, où nous avons nos lois, où nous avons nos règles à nous propres. Alors, il y a le monde de la cour avec ses règles, et il y a le monde du bordel avec ses règles. D'accord? Alors, c'est comme si le bordel était une espèce d'état parallèle à l'état lui-même aussi. Mais il y a aussi une autre dimension intéressante que c'est le fait de comparer le bordel à l'état fait d'une certaine manière de l'état aussi un bordel. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il fait la comparaison de l'état du bordel avec l'état, ça veut dire que d'une certaine manière, il considère l'état aussi un bordel, ou la possibilité. Alors, il y a aussi dans ce transfert des lois de l'état, il dit, bon, vous voyez, il a le bordel là de la cour, et nous avons notre bordel ici. D'accord? Alors, c'est une autre façon d'interpréter ici le mot état. Oui. Pardon. Là, avec ce type de comparaison, on peut comprendre que c'est le début d'une poésie sociale aussi à cause de ça? Non. Oui, dans le texte, justement, à la fin, il remet à une espèce d'interprétation sociale de cette poésie de François Villon. Et je pense qu'il a raison dans le sens de nous rappeler que, justement, cette poésie est une poésie qui va s'approprier de tout un univers, tout un mode de vie, tout un langage, tout un référentiel qui est justement le référentiel de la ville, le référentiel vilain. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, François Villon n'est pas un homme politique. Il s'en fout, finalement. C'est un marginal, vous voyez. Mais qu'il finit par, disons, créer dans sa poésie, ajouter dans sa poésie, ou produire dans sa poésie, une dimension sociale, de critique sociale, par sa condition même de marginal qui va apparaître. Mais il ne faut jamais perdre de vue que François Villon travaille dans le registre du sarcasme, dans le registre de l'humour. Et l'humour a une dimension politique, mais c'est de l'humour, par l'humour, vous voyez?
Alors, mais c'est pas inconscient, ce type de... Non, c'est pas inconscient. Non. C'est plutôt vital. Oui, oui, François Villon il n'est pas naïf. Il n'est pas naïf. Non, il n'est pas naïf. Certainement, il n'est pas naïf. Mais je pense qu'on ne doit pas courir le risque d'entrer dans une logique d'essayer de trouver l'intention de l'auteur. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est finalement, qu'est-ce que le texte nous permet de, disons, comme interprétation de ce rapport, de cette façon de dire, avec le moment où le texte a été écrit, le contexte dans lequel il a été produit. D'accord? Alors, dans ce sens-là, oui, ce texte, il est l'image, il illustre très bien un moment de déclin, un moment de crise de tout un système social, idéologique et poétique qui est représenté par l'amour courtois. Et dans cette dimension-là, bien sûr qu'il y a une dimension du critique qui prend aussi la dimension sociale. Alors c'est aussi une critique sociale. Alors cela certainement apparaît dans la poésie, oui. Dans la poésie. Alors je pense que ça rend d'ailleurs cette poésie, et dans ce sens tu as tout à fait raison, dans le sens que ça rend cette poésie beaucoup plus intéressante, au lieu de la comprendre tout simplement comme une caricature grotesque, comprendre que cette caricature grotesque est l'image, l'illustration d'un moment historique de transition, de décadence de la société aristocratique française, courtoise, de mode de vie courtois français, je pense que ça rend la lecture de ce poème beaucoup plus intéressante. De savoir qu'est-ce qui est derrière la construction de cette position énonciative, qu'est-ce qui est derrière l'idée de la parodie elle-même, qu'est-ce qui est derrière l'explicitation de ce corps d'une manière grotesque. Si on a en tête, disons, la dramatisation de l'effacement du corps au long de l'histoire de la lyrique médiévale, cette hyper-explicitation du corps prend toute une autre dimension. Parce qu'on va être capable de l'historiciser et ne pas la traiter comme tout simplement une caricature grotesque tout court. Mais de comprendre pourquoi ce grotesque prend toute cette ampleur, prend toute cette importance. Pourquoi ce grotesque a été si populaire? Pourquoi ce grotesque est matrice pour la production d'une œuvre si importante comme l'œuvre de Rabelais? Vous voyez? Alors il y a là des éléments qui nous aident à comprendre le rôle du grotesque pendant la Renaissance. Et cela est directement lié à une problématisation du corporel. Et un besoin d'expliciter ce corporel dans toutes ses dimensions. Même sa dimension la plus scatologique. D'accord? Alors c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut entrer dans ce poème-là. Ça va? Mais oui, c'est une critique sociale. Oui. Mais alors, il y a grand désaï, déhaï, ça veut dire mauvaise humeur, c'est un mot aussi très vieilli. Quand, sans argent, s'en vient coucher Margot. Alors, encore une fois, cette question de la monétarisation qui prend l'importance ici. Voir ne l'appuie, je ne peux pas la voir.
ici le verbe pouvoir, vous rappelez, hein, la conjugaison, le verbe pouvoir. Puis-je vous dire, c'est le verbe. Je ne peux pas la voir. Mon cœur à mort la haït. Alors je la déteste. Haïr au diarne. Alors, mon cœur à mort la haït. Alors je la déteste à mort. Sa robe, je prends demi-saint et surcroc. Alors, demi-saint et surcroc, ce sont aussi ses vêtements de dessous. D'accord? Alors, ça veut dire qu'elle n'a pas d'argent, alors je vais prendre tous ses vêtements comme garantie jusqu'à ce qu'elle me donne de l'argent. D'accord? S'il lui jure qu'il tendra pour l'écho. Pour l'écho, c'est justement pour garantie. D'accord? Alors, je vais prendre tous ses vêtements comme garantie jusqu'au moment qu'elle me donne de l'argent. C'est vraiment un prochainette professionnel. D'accord? Par les côtés se prend cet antéchrist, crie et jure par la mort Jésus-Christ que non fera, qu'elle ne fera pas ça. Alors c'est la scène qui est décrite ici de la grosse Margot qui met les mains ici contre les hanches et dit non, 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 je ne vais pas te donner mes vêtements. D'accord? C'est la scène. Alors, j'empoigne un éclat, j'empoigne, je prends un éclat, c'est un bâton, d'accord? Un porridge. Alors, il pègue un porridge. Dessus son nez, lui en fait un écrit. Et no seu nariz eu deixo uma marca. Dou-lhe uma porrada no nariz. Alors, vous voyez que c'est très politiquement incorrect. En ce bordel où nous tenons notre État. Alors, la loi du bordel, c'est la loi, justement, du bâton. Alors, ici, le vers suivant, c'est un vers, c'est une grande, disons, onomatopée presque. Puis paix se fait et me fait un gros paix. Alors, puis paix, alors, la paix, vai se faz, e ela solta grande paix. Alors, pour fêter la paix, fogos d'artifício. Plus enflé, mais inchado, mais fedorento, qu'un venimeux escargot, qu'un venenoso escaravelho. Ela solta. Então a paz se faz e ela solta peidão mais venenoso que um escaravelho. Riant, macier son poing sur mon sommet. Riant, ela rindo, né? Macier, quer dizer, bate, né? Seu punho no mon sommet, minha cabeça, né? Go, go! Alors ici, encore une fois, cette utilisation des expressions. Go, go, viens, viens. Elle me dit, elle me fière, elle me bat, le jambon, la cuisse. Il met a mão na minha coxa. Tous deux ivres, dormons comme un sabot. Ici, alors ici, c'est une expression aussi, dormir comme un sabot et dormir comme uma pedra. Né? Le sabot, vocês sabem o que é sabot? Tamanco. Et le sabot était en bois. On va dormir comme un sabot. Et c'est de là qui vient le mot sabotage. Parce qu'à l'époque, justement, les machines, pour casser les machines, les ouvrières, qu'est-ce qu'elles faisaient? Prenaient des sabots en bois et mettaient dans les machines pour casser les machines. Alors c'est là l'étymologie du mot sabotage. Ça vient de là. Alors nous dormons comme un sabot et au réveil, quand le ventre lui brûle, et no despertar, né? Quando o ventre lui bruire. Bruire, c'est aussi dans le sens de, il y a le sens de faire du bruit, mais ça a le sens aussi de brûler, de queimar, né? Brûler, queimar. Né?
le verbe brûler. C'est aussi de moyen français. Elle monte sur moi que negado son fruto. Para não estragar o seu fruto, para não perder tempo, ela sobe em cima de mim. Sous elle, Jean. Sob ela, embaixo dela é o genro. Né? Plus qu'un nez me fait plat. É uma ripa, uma prancha. Né? Mais amassado que uma... Ela me amassa mais do que uma prancha. Ela me dá um amasso daquele. Alors, de paillarder, tout, elle me détruit. Alors, de paillarder, c'est cair na esbórnia, né? Na devassidão. Tout, elle me détruit. Ela acaba comigo en se bordant et nous tenons notre état. Alors ici, nous voyons que c'est la description de l'anti-amour pour toi. Parce que justement, c'est la description de l'acte sexuel. Et en plus, disons que la dame ici prend toutes les initiatives et détruit avec le serpent. Alors c'est très intéressant cette inversion, disons, du rôle aussi, de la place elle prend. Et ici finit alors notre balade et nous avons pour conclure l'envoi. Vous vous rappelez que vous avez écrit la structure du poème et à la fin, à tornata ou l'envoi. Alors c'est cette petite strophe qui apparaît à la fin comme une conclusion de toute l'idée du poème. Vente, grêle, c'est le gel, granit. Vente, grêle, gel, j'ai mon pain cuit. J'ai mon pain cuit. Voyez aussi, ça c'est une autre marque ici de cette poésie. Comme nous avons ici, dormir comme un sabot, j'ai mon pain cuit, quer dizer, estou garantido. Chova ou faça sol, estou garantido. Je suis paillard, né? Sou safado, la paillarde me suit, a safada me segue. Lequel vaut mieux? Chacun vient s'entresuit. Um segue o outro, né? Qual vale mais, né? Vale. L'un, l'autre vaut, um vale pelo outro. Cet amour-là, mon chat. Et ici, il y a une idée très importante. L'un, l'autre vaut, c'est dans cet état du bordel, c'est un état d'égalité entre hommes et femmes. Alors, dans l'amour courtois, c'est toujours une logique de hiérarchiser. Il y a la dame et le serviteur. Ici, non. L'un, l'autre vaut. Ils sont dans un niveau d'égalité. Vous voyez? Alors, c'est un changement dans l'ordre social. C'est beaucoup plus démocratique. Vous voyez? Ordure. Aimons, nous aimons l'ordure, nós gostamos da sujeira. Ordure nous assuit, nous poursuit. A sujeira nos persegue. Nous fuyons l'honneur, nós fugimos da honra, e a honra foge de nós. Dans ce bordel où nous tenons notre état. Et vous avez remarqué que l'envoi, les premières lettres de chaque vers sont un acrostiche, forment le nom de François Villon. C'est sa signature. L'envoi, nous envoie, vente, je suis, lequel, ça va former le nom de François Villon. Alors c'est une marque courante dans no cordel, isso é muito comum também, né? Utiliser le dernier vers comme pour faire un acrostiche, pour un accroche, pour signer le nom aussi dans la poésie. Alors je pense que ce poème, il couronne
bien tout ce parcours que nous avons fait de l'amour pour toi, parce qu'il montre justement l'envers de cet amour pour toi. Montre comment, dans ce même système rhétorique, il y a la production de toute une caricature de ce système. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi, à ce moment-là, quelqu'un qui produit toute une littérature qui parodie ce système devient si populaire. C'est parce que c'est le moment de crise de ce système. C'est le moment de déclin de ce système. Et ça annonce, alors, quoi? Justement, un autre moment de la littérature et de la vie en société de la France, qui est la Renaissance. Que c'est justement ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, ou toute cette, de la semaine d'après, ou justement toute cette question de cette position énonciative, et toute cette question du corps, et toute cette question du rapport amoureux vont être resignifiées. Alors, cette, disons, destruction du système était, disons, peut-être une condition même pour la construction de toute une autre position énonciative, une autre conception, une autre notion du corps qui va être élaborée au long de la Renaissance. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bon congé et bonne lecture de Clément Marot.